Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de nous installer pour ceux qui ce n'est pas encore fait. Pendant ce temps, je me permets évidemment de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue ici dans cette salle du Triangle que beaucoup d'entre vous semblent apprécier par rapport aux IS. J'ai entendu le message. Après, la salle du Triangle, elle est malheureusement pas toujours disponible non plus. Mais si on peut vous accueillir à Huningue, on vous accueille évidemment avec grand plaisir à Huningue. Bienvenue à vous, bienvenue à notre directeur général des services et à toutes les personnes qui sont là à titre professionnel. Je salue aussi la présence de la presse, M. Jean-François Autet parmi nous ce soir. Et je vous propose évidemment de passer à l'ordre du jour. Dès lors que l'appel sera fait, je passe la parole à notre DGS. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour Saint-Louis, Madame Schmidiger, Monsieur Knibeli, Madame Gertheis, Monsieur Chica, Madame Dinten, je ne l'ai pas entendu, Madame Stroman, Monsieur Barman, Monsieur Guissy, Madame Sfer, Monsieur Schmitter est excusé et a donné procuration à Monsieur Guissy, Madame Choquet, Monsieur Pizzaroni, Madame Ferrandez, Monsieur Ekes, Madame Gangloff, Monsieur Gigelman est excusé et a donné procuration à Monsieur Ekes, Madame Tchekouktio, Monsieur Karik est excusé et a donné procuration à Monsieur Guissy. Pour Huningue, Monsieur Deichmann, Madame Zarevski, Monsieur Boli, Madame François est excusée et a donné procuration à Monsieur Ferron, Monsieur Ferron, Monsieur Schribi. Pour Kems, Monsieur Rouder, Madame Bach est excusée, et a donné procuration à Monsieur Rouder. Monsieur Chacher est excusé et a donné procuration à Madame Rosset. Madame Rosset est là. Pour Blotzheim, Monsieur Meyer, Madame Schmitt, Monsieur Gasser, Madame Lefebvre. Pour Village-Neuf, Madame Trindel, Monsieur Kassler, Madame Ramassami. Pour Bartenheim, Monsieur Kanengisser, Madame Rinkenbach, Monsieur Capon. Pour Sirens, Monsieur Thury, Madame Sauret est excusée et a donné procuration à Monsieur Thury, Monsieur Munch. Pour Egenheim, Monsieur Zeller, Madame Kibler, Monsieur Kern. Pour Ezingue, Monsieur Lacha. Madame Chapelle est excusée et a donné procuration à Monsieur Lacha. Pour Rosno, Monsieur Litzler est excusé et a donné procuration à Madame Vogenstahl. Madame Vogenstahl. Pour Lanzer, Monsieur Adrian. Pour Schlierbach, Monsieur Jux. Pour Agenthal-le-Bas, Monsieur Fuchs. Pour Lemen, Monsieur Othman. Pour Buchwiller, Madame Villers. Pour Attenschwiller, Monsieur Wiederkehr. Pour Ufheim, Monsieur Ripstein. Pour Folgensbourg, Monsieur Delmont. Pour Hanswiller, Monsieur Siebold. Pour Wenzwiller, Monsieur Pilleri. Pour Elfranskirch, Monsieur Chambert. Pour Agenthal-le-Haut, Monsieur Fenler. Pour Michel Bar-le-Bas, Monsieur Chiclin. Pour Hans Par-le-Bas, Madame Huth. Pour Hans Par-le-Haut, Monsieur Rode. Pour Steinbrunn-le-Haut, Monsieur Strich. Pour Kötzing, Madame Caillot. Pour Capellan, Monsieur Gabriel. Pour Michel Bar-le-Haut, Monsieur Wolgensinger.
Pour Waltenheim, M. Schott est excusé et la commune est représentée par sa suppléante, Mme Kunz. Pour Geilspitzel, M. Baumelin. Pour Valbar, M. Martin. Ah, donc M. Haute est là. Pour Magstadt-le-Bas, M. Fuchs Serge est excusé et la commune est représentée par son suppléant, M. Wilhelm. Pour Neuvillers, M. Milintenda. Pour Brinckheim, M. Guinder. Pour Tsezing, M. Zinninger. Pour Kneuring, M. Moschlag. Pour Stetten, M. Muller est excusé et la commune est représentée par sa suppléante, Mme Bulch. Présente. Magstadt-le-Haut, Mme Heitz. Et pour Liebenswiller, M. Muller. Donc le quorum est atteint et vous pouvez délibérer valablement. Merci Claude. Donc avant d'entamer l'ordre du jour, je vous propose comme secrétaire la candidature de Paul Bernard Munch. Paul Bernard, es-tu d'accord? Il suffit de signer derrière. Tu n'auras même pas besoin d'écrire alors que tu écris très bien, tout le monde le sait. Personne n'est contre, personne ne s'abstient, je vous remercie. Bien, nous avons donc 33 points à voir ce soir. Vous avez compris que le fonctionnement de notre conseil est parfois un petit peu lourd, avec beaucoup de points techniques. Et je me suis permis de demander à notre directrice générale adjointe, donc à Catherine Wyss, de vous rédiger, de nous rédiger une note de synthèse, en plus évidemment des projets de délibération qui, vous le savez, sont seuls valables légalement. C'est des projets de délibération qui deviennent des délibérations à partir du moment où vous avez donné le feu vert, qui sont valables en ce qui concerne la législation. Néanmoins, nous avons un certain nombre de points qui sont parfois assez récurrents, et c'est vrai que lire des délibérations entières ou traiter des sujets que vous commencez par connaître par cœur, voire des sujets où, comme vient de dire Paul Bernard, on n'a pas le choix, parce que, ma foi, la loi nous oblige d'aider, par exemple, les organismes sociaux en accordant notre garantie, c'est un exemple parmi d'autres. Eh bien, nous avons souhaité effectivement éditer, je tiens à la remercier très chaleureusement, n'est-ce pas Catherine, d'avoir réalisé donc une note de synthèse qui va à l'essentiel des différents points. Bien évidemment, vous avez les projets de délibération et vous avez aussi évidemment la possibilité de poser des questions pendant que nous traitons ces points. Voilà, je tenais à préciser cela. Je pense que ce sera plus efficace comme ça et on pourra consacrer aussi plus de temps à des sujets qui en valent vraiment la peine. Bien, alors, premier point, l'approbation du procès-verbal donc de la séance du mois de décembre dernier. Je pense que vous avez eu ce document, vous l'avez lu, nous n'avons pas eu de remarques écrites. Y a-t-il des choses à modifier ou pouvons-nous considérer que ce document est approuvé? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention. Je vous en remercie. Nous passons au point 2. Là, je vous demanderai effectivement de prendre un petit peu de temps parce que c'est un point qui est extrêmement important, financièrement parlant pour l'agglomération, mais aussi évidemment pour notre délégataire. C'est un sujet qu'on a déjà abordé l'année dernière et malheureusement nous sommes obligés de le réaborder cette année. Crise sanitaire oblige, vous l'imaginez bien. Le schéma de rémunération de la société Métrocar en délégation de service public est une contribution financière forfaitaire calculée comme la différence entre charges et recettes prévisionnelles. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume toutefois le risque d'exploitation dans des conditions d'exploitation pouvant être considérées comme normales. Compte tenu de l'ampleur de l'épidémie du Covid, il peut être reconnu à la société Métrocar que la pandémie elle-même, mais surtout les conséquences
constitue un changement de circonstances imprévisible à la date de conclusion du contrat, rendant l'exécution de ce dernier plus onéreuse pour le délégataire. Si la fréquentation des lignes internes à Saint-Louis Agglomération se redresse légèrement en 2021, le trafic des lignes transfrontalières déjà très fortement baisse en 2020, l'est à nouveau en 2021, principalement en raison de la chute des abonnements inhérents aux mesures de télétravail massives prises par les employeurs suisses. Beaucoup d'entre vous le savent aussi. Il résulte ainsi des comptes présentés que l'exploitant a supporté des pertes de recettes importantes de l'ordre d'environ 25% par rapport aux prévisions contractuelles et des charges supplémentaires pour un montant total de 714 706 €. Ces surcoûts ont été partiellement compensés au titre de l'activité partielle versée par l'État pour un montant effectivement très peu important par rapport aux sommes que je viens de vous citer, c'est-à-dire 13 766 €. Le bilan négatif de la crise sanitaire pour l'année 2021 sur l'exploitation du distribus s'établit par conséquent à un petit peu plus que 700 000 €. Conformément aux principes qui découlent des accords intervenus entre la plupart des autorités organisatrices de la mobilité, dont la région Grand Est, et la Fédération nationale du transport de voyageurs, FNTV, basé sur une répartition négociée entre les co-contractants en fonction de la nature et de la qualité des services rendus, il est proposé au Conseil de communauté d'indemniser la société Métrocar à concurrence de 70% du bilan pandémique arrondi à 490 658 € et de m'autoriser donc à signer la convention d'indemnisation correspondante. Je peux vous dire que nous avons eu plusieurs réunions évidemment avec notre délégataire. Nous avons évidemment demandé des justificatifs par rapport aux chiffres que je viens de vous présenter ce soir, et ces chiffres, effectivement, sont tout à fait réels. Ce n'est pas, entre guillemets, de la mauvaise foi de notre délégataire. Je regarde aussi plus particulièrement notre vice-présidente chargée des transports quand je dis cela. Évidemment, chers collègues, nous ne pouvons pas nous permettre, si nous n'aidons pas notre délégataire, vu les sommes en jeu, je peux vous dire que notre délégataire peut aller tout droit à la défaillance, c'est-à-dire à ne plus pouvoir assurer le service public que nous devons à ceux et celles qui empruntent le distribus ou qui ont un abonnement. Et c'est donc, j'en suis parfaitement conscient par rapport à l'importance de la somme et par rapport à la situation financière de l'agglomération qui n'est pas des plus brillantes à l'heure actuelle, vous le savez bien. Mais encore une fois, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Avoir un délégataire qui va tout droit au redressement, voire à la liquidation judiciaire, et l'assurer d'une aide qui lui permet de garder la tête au-dessus de l'eau, en espérant évidemment qu'en 2022, les choses aillent sensiblement mieux, et que si possible en 2023, on revient à une situation normale, je n'ai pas d'autre choix que de vous proposer le projet de délibération dont je viens de vous parler. Le débat est ouvert. Qui souhaite prendre la parole ? Alors, y a-t-il quelqu'un qui demande le micro? Oui, juste un point, évidemment, il faut voter, enfin je pense qu'il faut voter cette... C'est bon comme ça, oui. Donc évidemment qu'il faut voter cette délibération. Moi, je vais vous poser une question un peu directe, c'est où vous prenez sur quelle ligne budgétaire ou comment vous financez ce demi-million? Ce demi-million est financé évidemment sur la section de fonctionnement du budget général de l'agglomération, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas un budget dédié, ce n'est pas un budget annexe. Les services de distribus, effectivement, passent par le budget général. Et donc, ces 490 000 vont évidemment alourdir cette année-ci les dépenses de fonctionnement de notre budget général de l'agglomération. Oui, juste pour compléter, si j'ai bien compris, je suis ça pas aussi précisément que vous, mais vous saurez peut-être nous éclairer. Si j'ai bien compris, on est un autofinancement pour l'instant quasiment proche de zéro, on est d'accord, oui. C'est les fameuses recettes de l'aéroport, on ne va pas y revenir. Et puis, aussi, on va y revenir, mais peut-être pas aujourd'hui, mais j'espère qu'on y reviendra. C'était pas ma question. Ma question, c'était plus de savoir comment ça s'articule maintenant avec on a beau avoir un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros, on a bien compris,
on est très serré en termes de trésorerie, en termes de résultats. Comment vous allez l'articuler? Vous dites, voilà, vous le prenez simplement sur les dépenses de fonctionnement. Comment vous allez l'inclure dans la ligne de trésorerie Est-ce que vous allez faire appel à la ligne de trésorerie qu'on avait évoquée la dernière fois? C'était, je crois, de tête 5 millions, je crois, sous votre contrôle. C'était 2 millions. C'était 2 millions la ligne de trésorerie. Oui, est-ce que vous allez faire appel à cette ligne-là pour faire face aux dépenses ou Ce n'est pas prévu comme ça, M. Striby. Alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'évidemment, beaucoup de choses vont dépendre, puisque nous n'avons toujours pas encore une réponse définitive en ce qui concerne cette fameuse dotation. Je me permets juste pour vous informer, chers collègues, de dire que vous savez que le sujet est parti du ministère de Bercy. C'était M. Dussopt qui était chargé du dossier. Il nous a dit au début du mois de décembre que lui-même ne pouvait pas trouver de solution à notre problème. Et donc, avec les parlementaires et tout particulièrement notre ministre, Madame Klinkert, nous sommes intervenus auprès des services du Premier ministre qui ont appuyé le fait qu'il fallait trouver une solution. J'ai eu l'occasion, comme vous le savez, de parler de ce sujet aussi au Président de la République quand il était de passage au mois de janvier. Et suite à ce passage et à un nouvel entretien avec Madame Klinkert, le dossier est actuellement chez Bruno Le Maire parce qu'évidemment, c'est là que sont les sous. C'est Bercy qui est capable de nous dire on peut faire ceci ou on ne peut pas faire cela. Et donc, ça, c'est ce que je vous dis là, ça date de la semaine dernière, donc c'est tout récent. Vous savez aussi, chers collègues, que nous allons avoir un débat d'orientation budgétaire le 23 mars prochain. Et je compte répondre à la question que pose M. Striby ce soir dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, puisque quelques 3 semaines après, nous aurons à approuver les budgets, et j'ose espérer que d'ici le 23 mars, on aura une réponse définitive, positive ou négative par rapport à cette dotation, parce qu'excusez-moi, le côté on ne sait pas comment faire, on pourrait faire ceci, mais ça ne va pas aller comme ça. Ça va un temps, mais ça ne peut pas aller tout le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette affaire, et on a beaucoup de points à traiter aussi ce soir. Je dis simplement que ce point, évidemment, me concerne tout particulièrement en tant que président de l'agglomération. C'est un point qui me mine au point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'ose espérer, effectivement, parce que la réponse ne pourra être que politique, que politiquement, on ne laissera pas tomber Saint-Louis Agglomération. En tout cas, moi, je tiens d'ores et déjà à remercier celles et ceux, et tout particulièrement Brigitte Klinkert, qui intervient sur ce sujet, et j'ose espérer, la voyant toujours encore très optimiste sur la question, j'ose espérer, effectivement, qu'on arrivera à une réponse positive qui changera, évidemment, de manière non négligeable la donne, par rapport à la question que vous venez de poser, M. Striby. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, bonjour. Madame Chicoutieux, je vous en prie. Oui, bonjour, Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Bonsoir, Madame. Oui, bonsoir. La question est simplement de savoir si, étant donné que vous prévoyez de donner une dotation à Métrocar, est-ce que vous avez eu explorer la piste d'un crédit où, par exemple, celle de l'agglomération, ce serait pour des cautions pour laisser Métrocar passer ce cap, étant donné que dans les années qui viennent, il peut faire du bénéfice. Et si à ce moment il fait du bénéfice, n'est-ce pas normal qu'à ce moment il rembourse, on aurait pu lui faire être garant pour un prêt. Je comprends votre question. Je comprends votre question, effectivement. Donc, première partie de la question, il s'agit non pas d'une dotation, mais d'une subvention. Donc, du montant qu'on vient de vous donner, un petit peu plus que 490 000 €. Et de toute façon, nous allons avoir dans 2 ans, me semble-t-il, un nouvel appel à concurrence pour une nouvelle délégation de services publics. Et bien évidemment, à partir du moment où les choses iront mieux, mais nous discuterons avec le délégataire actuel, voire avec un futur délégataire, de nouvelles conditions par rapport, encore une fois, à ce que nous demandons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées à notre demande, notamment une prestation supérieure pour une plus grande desserte de l'agglomération.
À certains endroits aussi, des passages renforcés. Malheureusement, ces options ont été prises en 2019 et ont été appliquées, j'allais dire, au plus mauvais moment, au début de la pandémie. Mais ça, en 2019, personne ne pouvait prévoir que, effectivement, nous allons être au moins pendant 2 ans lourdement impactés. Encore une fois, les choses commencent par aller sensiblement mieux, mais vous le savez tous comme moi, la ligne la plus importante sur Distribus, c'est la ligne 604, c'est celle qui va de Nevègue à Bâle, la 603 aussi, mais la 604 surtout. Et effectivement, par rapport au recours au télétravail extrêmement important de la part des employeurs suisses, même encore maintenant, même si effectivement là aussi les choses sont en train de reculer, néanmoins il y a une part de télétravail qui reste très importante et il y a une part de la population effectivement qui se déplaçait en bus, qui n'a plus d'abonnement, qui paye maintenant soit un aller-retour parce qu'ils vont relativement peu en présentiel au travail, soit ils ont trouvé d'autres solutions pour se rendre au travail. Et donc, avec le recul qu'on a au jour d'aujourd'hui, j'espère encore une fois que 2021 sera l'année la plus mauvaise en ce qui concerne l'exploitation de la délégation. 2022 devrait s'annoncer nettement meilleur, en espérant évidemment que ce que nous vivons à l'heure actuelle se confirme, c'est-à-dire un très fort recul des taux d'incidence, des nouveaux variants qui seront de moins en moins, comment est-ce que je vais dire ça, impactants par rapport à la santé de nos concitoyens, et permettant ainsi de cette manière de vivre à nouveau de plus en plus normalement. Mais encore une fois, quand on change brutalement d'habitude, on ne rechange pas brutalement pour revenir à ce qu'on connaissait auparavant. Nous avons un contexte qui, en ce moment, vous le savez tous, et ça nous concerne ici comme ça concerne toutes les villes de France et malheureusement presque de la planète, où ce type de questions se pose et où il faut qu'encore une fois, l'établissement public qui est chargé des transports, puisque nous parlons de transport, prenne ses responsabilités. Moi, j'aurais pu vous dire, chers collègues, ce soir, vu l'état des finances de l'agglomération, ces 490 000 €, nous ne les paierons pas. Et nous aurons probablement eu, d'ici quelques mois, la réponse de Métrocar en disant, écoutez, nous ne pourrons plus assurer le service de Distribus parce que nous ne pourrons plus payer nos gens. Et nous ne pourrons plus payer le diesel, les machines qui circulent, etc. etc. Donc, encore une fois, ne tombons pas dans le drame, même en ce qui concerne les finances de l'agglomération, certes elles ne sont pas brillantes, je le confirme, on aura tout un travail là-dessus qui vous sera présenté effectivement au mois de mars, mais nous devons y arriver, et je prends l'engagement devant vous, que le cap de 2022 sera passé. Si le cap de 2022 se passe avec le moins de dégâts possible, le cap de 2023 se présentera mieux. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques temps. Pourquoi? Rassurez-vous, il n'y aura pas d'augmentation massive des taux d'imposition. Ce n'est pas le but recherché non plus. Mais nous avons d'autres solutions. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais il faudra bien effectivement que notre collectivité puisse retrouver suffisamment d'autofinancement pour assumer les investissements que nous avons souhaité tous ensemble dans le cadre de la vision d'avenir, avec, je ne vous le cache pas, probablement, effectivement, là ou ailleurs, quelques retards, parce que nous ne pourrons effectivement pas suivre ce qui était prévu initialement. Mais entre tout et rien, il y a une marge, et cette marge, nous la déciderons ensemble. Y a-t-il d'autres interventions? Si ce n'est pas le cas, je mets ce point aux voix. Quelqu'un est-il contre l'approbation du versement de cette subvention? Y a-t-il des abstentions? C'est donc à l'unanimité. Je peux vous dire qu'Unegel Métrocar sera heureux de votre choix, même si, et M. Striby a raison, il n'est absolument pas négligeable pour les finances de l'agglomération. Je vous propose de passer au point numéro 3, attribution de fonds de concours. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va plus éplucher tout ça. Vous avez vu qu'il y a 9 demandes qui ont été faites pour Blotzheim, Buschwiller, Folgensbourg, Elfranskirch, Kapellen, Ransbach, Le Haut, Saint-Louis et 2 fois Sirens.
Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à l'un de ces points. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous propose de les approuver, puisqu'ils ont été reconnus tout à fait, comment est-ce que je vais dire ça, eh bien, conformes par rapport à ce que nous demandons dans le cadre des fonds de concours pour obtenir les sommes que vous voyez apparaître sur vos documents. Donc je vous propose de voter collectivement pour ces 9 fonds de concours. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. Point numéro 4, je passe la parole à Monsieur Ibili. Monsieur le Président, chers collègues, chers collègues, tout le monde est réveillé, c'est bon. Il vous est proposé de reconduire l'aide à nos concitoyens pour l'achat d'un vélo. Vous savez qu'on a voté dans notre vision 2030 et ainsi que dans la charte d'engagement Citergie le transfert modal vers des mobilités douces. C'est un des moyens qu'a trouvé l'agglomération pour inciter nos habitants, la population habitant l'agglo, d'aller au boulot ou ailleurs autrement et d'opter pour les mobilités douces à l'heure où le coût de l'énergie explose. C'est une bonne alternative aussi pour le pouvoir d'achat. Donc ce qui vous est proposé, c'est de reconduire cette politique que nous avions lancée par une délibération en 2018 et qui a pris effet en 2019. Il faut savoir que 1670 foyers ont déjà bénéficié de cette aide, à savoir une aide de 100 € représentant un maximum de 50% évidemment de l'engagement financier pour un vélo classique et de 200 € pour un vélo à assistance électrique, avec quelques conditions. Le vélo doit être acheté dans un des magasins de l'agglomération, ça c'est bon pour soutenir aussi le commerce local, et il doit y avoir un engagement moral d'utiliser le vélo pour se rendre à ces activités. Et il vous est proposé donc de reconduire cette politique, d'inscrire 100 000 € au budget 2022 et d'autoriser le Président à mettre cette politique en œuvre. Chers collègues, j'avais un peu peur, il y a quelques semaines, de ne plus devoir et de ne plus pouvoir signer les courriers pour informer nos concitoyens comme quoi leur demande de prime était accordée et qu'ils allaient obtenir les sous sur le compte dans les semaines qui suivent. Mais je suis rassuré, parce qu'effectivement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore signé à peu près 80 ou 90 courriers annonçant aux uns et aux autres, effectivement, que suite à leur achat, ils vont obtenir soit les 100, soit les 200 € comme Philippe vient de nous l'expliquer. Je crois que c'est effectivement une mesure qui est très appréciée. Et encore une fois, c'est dans l'intérêt de tous, c'est dans l'intérêt de nos concitoyens, c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de la qualité de l'air de notre territoire. Et je pense effectivement qu'il faut poursuivre cette proposition. Y a-t-il des interventions de l'un ou l'autre d'entre vous? Si ce n'est pas le cas, je vous propose évidemment d'approuver ce point. Quelqu'un est-il contre? Abstention? C'est donc à l'unanimité, votre président signera avec plaisir encore de nombreux courriers à venir. Merci beaucoup. Attribution de subventions aux associations d'artisans commerçants d'échelle intercommunale. Donc, lors de sa séance du 16 décembre 2020, le Conseil de communauté a décidé d'approuver l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 15 000 € au titre de l'année 2021, à la fois pour l'association Regio et pour l'association des vitrines de Saint-Louis. Les conditions d'attribution de ces subventions annuelles ont été spécifiées dans des conventions de partenariat et d'objectifs, et ces conventions signées en septembre 2021 précisent que le versement des subventions sera réalisé en 2022 sur présentation de différentes pièces justificatives, dont un bilan d'activité 2021. Afin d'accélérer notre soutien aux deux associations dans l'attente de la consolidation de la demande de versement de la subvention, il est proposé au Conseil d'accorder le versement d'une avance de 10 000 € de l'année de subvention à chacune de ces associations. Les deux associations travaillent beaucoup sur les objectifs qui leur ont été demandés par rapport à l'obtention de cette subvention. Nous allons encore les voir prochainement, mais c'est vrai que le temps qu'effectivement cette subvention totale pourra être accordée, ça pourra tranquillement aller jusqu'au mois d'avril au moins en ce qui concerne le budget, et le versement ne se fera pas avant le mois de mai, voire le mois de juin. Donc ce qu'on vous propose, c'est ce qui est aussi proposé par rapport à un certain nombre d'associations quand on se réunit au mois de décembre, afin qu'elles puissent travailler correctement, c'est de leur accorder une avance, mais ce qui évidemment n'enlève en rien les objectifs à atteindre
pour que l'ensemble de la subvention puisse être versée comme je viens de vous l'expliquer. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas le cas. Quelqu'un est-il contre? Y a-t-il des abstentions? Donc merci pour les deux associations de commerçants qui vont avoir effectivement cette avance au courant du mois de mars. Ensuite, ça c'est un autre point très important pour l'avenir de notre agglomération. Il s'agit de la zone d'activité intercommunale Grune à Sirens, et donc il s'agit de l'approbation des objectifs poursuivis et des modalités de concertation préalables à la concertation d'une nouvelle ZAC. Alors, pour répondre aux besoins, pour compléter les zones industrielles existantes, un projet d'aménagement d'une nouvelle zone d'activité dédiée aux implantations industrielles est envisagé sur le territoire de Sirens. La zone d'activité aménagée se situe au lieu dit Grune, à Sirens, au nord-est de la commune, en allant vers l'autoroute A35, quand on vient donc du rond-point, je l'appelle le rond-point Hyper U de Sirens, je ne sais pas s'il a un nom spécifique, Pascal, le rond-point commercial, enfin bref, vous voyez la zone. D'une superficie d'environ 20 hectares, c'est loin d'être négligeable, hein. Le site est desservi au nord par la RD 19B qui relie l'échangeur autoroutier à la zone d'activité existante via un ouvrage passant sous la voie ferrée, et il est bordé à l'ouest par la voie ferrée reliant Mulhouse à Bâle, et le site est actuellement un espace agricole cultivé. Cette zone est identifiée au sein du projet numéro 10 de la vision d'avenir 2030 actualisée. Le projet est également intégré à la stratégie d'intervention économique de SLA et est compatible avec le SCOT en vigueur ainsi qu'avec le projet arrêté du SCOT en révision. Je parle sous le contrôle de Monsieur le maire de Sirens, mais également président du SCOT. Les grands objectifs de l'aménagement de la ZAI Grune sont les suivants. Je me permets de les lire parce que ça me semble important. Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'intervention économique de SLA, 3 points. S'inscrire dans la continuité des projets et des besoins identifiés en matière de développement économique dans la vision d'avenir du territoire. Apporter une offre foncière pour répondre aux besoins de développement des entreprises du territoire afin de maintenir et développer les activités économiques et industrielles ainsi que les emplois. Valoriser un foncier stratégiquement situé à proximité, évidemment, des infrastructures de déplacement et d'un site économique existant. C'est évidemment extrêmement important. Et aussi, mettre en œuvre les premières orientations de la charte d'engagement pour la transition écologique, notamment en développant de nouvelles offres foncières industrielles dans l'ambition architecturale et environnementale d'industrie du futur, en favorisant les modes alternatifs à la voiture, notamment les modes actifs, grâce au développement d'espaces publics de qualité et de circulation douce en lien avec la zone urbaine de Sirens. Enfin, et préalablement la création de la ZAC, et avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles, une concertation doit être mise en œuvre dont les modalités doivent être fixées par le Conseil communautaire. C'était exactement la même chose pour la ZAC du Lys, dont la dernière réunion vient d'avoir lieu le 1er février dernier. Il est ainsi proposé au Conseil de communauté d'approuver les objectifs poursuivis pour le projet de la ZAI Grune, d'approuver le périmètre des études préalables, d'engager la concertation préalable à la création de la ZAC et de définir les modalités suivantes de la concertation. D'une part, organisation de 2 réunions publiques, d'autre part, création d'un onglet spécifique sur le site internet de SLA, troisièmement, création d'une adresse mail dédiée à l'envoi des commentaires et observations, quatrièmement, affichage de supports de communication et mise à disposition d'un dossier aux heures d'ouverture de la mairie de Sirens et du siège de SLA, et cinquièmement, mise à disposition aux heures d'ouverture au siège de SLA d'un registre permettant de recueillir les observations du public au plus tard 15 jours après la 2e réunion publique. C'est un petit peu la même formulation que ce que nous avons fait au titre de la ZAC du Lys, mais par contre en limitant à 2 réunions, puisqu'évidemment cette ZAC a vocation à accueillir avant tout de l'industrie, du développement économique, ce qui n'est pas tout à fait le même cas au niveau de la ZAC du Lys, où c'est beaucoup plus complexe. En ce qui concerne cette future ZAC, évidemment, si nous vous proposons d'en créer une à cet endroit, je me tourne plus particulièrement vers monsieur le maire de Sirens, c'est que nous avons d'ores et déjà des demandes non négligeables, notamment d'industries endogènes, donc d'industries qui sont déjà sur notre secteur mais qui veulent se développer,
et qui seraient intéressés effectivement de se développer sur cette zone, qui est évidemment extrêmement intéressante, puisqu'on est à proximité directe d'une sortie d'autoroute, et qu'on est à proximité directe aussi de la voie de chemin de fer avec la gare de Sierentz, qui n'est pas loin. Donc, sans parler de la route, évidemment, qui vient du sens Absheim vers Sierentz et qui n'est pas loin non plus. Je sais que dans le cadre de la loi résilience et climat, nous allons devoir nous bagarrer un petit peu à ce sujet, mais je me permets de dire d'emblée, avant que vous ayez évidemment la parole, que notre territoire est un territoire de développement fort, que ce soit au niveau de l'habitat, mais que ce soit aussi au niveau de l'emploi. Il y a constamment de nouvelles entreprises qui ouvrent, de nouvelles entreprises qui se développent et qui s'agrandissent. Tant mieux, ce n'est pas le cas partout. Je pense que la mission de notre agglomération, la mission première de notre agglomération, c'est non seulement, évidemment, de pérenniser ce qui existe déjà, mais c'est surtout aussi de penser à l'avenir et de faire en sorte, effectivement, que si des entreprises endogènes veulent encore s'agrandir, voire des entreprises exogènes qui nous intéressent beaucoup. Quand je dis qui nous intéressent beaucoup, ce sont évidemment des entreprises qui ont une valeur ajoutée forte. Il ne s'agit pas non plus de mettre n'importe quoi sur notre territoire, pour la bonne et simple raison que le foncier, non seulement y est rare, mais en plus c'est cher aussi. Donc, cette future ZAC, si vous en êtes d'accord, de 20 hectares du côté de Sierentz, permettra pour les années à venir, et quand je dis pour les années à venir, c'est vraiment de longues années à venir, à proposer du foncier pour, encore une fois, du développement économique de première importance pour nous, et aussi de première importance pour les entreprises qui existent déjà dans le secteur, mais aussi pour des entreprises qui veulent nous rejoindre, parce qu'évidemment, elles ont compris que c'est un territoire qui a beaucoup d'avenir. Pascal, est-ce que tu souhaites intervenir? Ah, passez le... Viens peut-être là, Pascal, viens à côté de moi. Régisseur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le coup de feu est parti, c'est bon. Le coup de feu est parti, comme tout à l'heure, effectivement. Donc le président a effectivement bien présenté le dossier, dans la mesure où effectivement ça répond à une forte demande et on a été sollicité par ailleurs. Et je préciserai simplement en complément que ce secteur qui est envisagé, donc tel que ça a été précisé, est également inscrit depuis de nombreuses années dans le projet d'aménagement et de développement durable du PLU actuellement en cours, et s'inscrit également dans le PLU qui est en cours de révision. Donc tous les éléments sont réunis effectivement pour pouvoir avancer positivement dans ce projet. Bien entendu, comme ça a été souligné, il y a également donc la loi climat résilience qui risque peut-être de compliquer les choses, mais pour autant les espaces de développement prévus sur Sierentz s'inscrivent encore dans le cadre de cette loi climat résilience, donc on ne sera pas en excédent et ça ne mettra pas en péril ni le développement sur l'ensemble du territoire de Saint-Louis Agglomération par rapport aux objectifs qui sont fixés par cette loi. Voilà ce que je souhaitais simplement rajouter, mais comme ça a été souligné, il est important que notre territoire retrouve des espaces pour du développement économique, et du développement économique notamment industriel, qui permettra aussi de créer plus d'emplois encore sur notre territoire. Et donc cet objectif doit être... on ne pourra pas réussir cet objectif si on ne dispose pas de surface de terrain. On sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de terrain disponible sur le territoire de Saint-Louis Agglomération. Donc on a des évasions qui peuvent se produire dans les prochaines années. Donc il faut éviter cela et anticiper aussi pour le développement de notre territoire à venir. C'est aussi les sources de recettes et de revenus principales de notre agglomération.
Merci Pascal. Avez-vous des questions? Des demandes de renseignements? Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas de doigt levé. Je vous propose évidemment d'approuver ce point où nous marquons un grand pas pour avancer et pour préparer l'avenir de notre agglomération. Quelqu'un est-il contre l'approbation de ce qui vous est présenté? Y a-t-il des abstentions? C'est donc également à l'unanimité et je vous en remercie. Point 7, création d'un budget annexe extension de la zone d'activité de Ransbach-le-Bas. Alors c'est un point qui va être très court. Donc SLA projette la mise en œuvre d'un lotissement d'activités à vocation artisanale et de services d'une superficie de 1,3 hectares, limitrophe à la zone existante à Ransbach-le-Bas. C'est d'ailleurs Madame la maire de Ransbach-le-Bas qui est avec nous ce soir, qui nous a proposé effectivement d'envisager cette extension, parce que là aussi il y a de la demande. Et donc nous avons suivi cet avis, et du coup effectivement l'instruction budgétaire et comptable M14 précise que les opérations d'aménagement de zones d'activité doivent être suivies financièrement au travers d'un budget annexe. Nous avons vécu ça par exemple avec la zone d'activité d'Attenschwiller qui est en train de se terminer, et donc assujetti à la TVA. Donc il est ainsi proposé au Conseil de communauté de créer un budget annexe dénommé extension de la zone d'activité de Ransbach-le-Bas. Je pense que personne s'y oppose, personne s'abstient, je vous en remercie. Alors, les points 8 et 9 vont être présentés par notre collègue Thomas Zeller, puisque ce sont des points qui concernent le transfrontalier. Thomas, c'est à toi. Je vais faire doucement par rapport au coup de feu. Voilà, maintenant qu'il y en a eu deux, on va éviter le troisième. Mais, Monsieur le Président, mes chers collègues, bonsoir à tout le monde. Donc, comme vous l'avez vu dans la note de synthèse pour le point 8, la convention de planification du projet Dryland pour les années à venir est à renouveler. Donc, l'ancienne convention est arrivée à échéance fin d'année dernière et il nous est proposé de la renouveler pour les années 2022 à 2025. Il est compris dans cette convention de planifier les aspects organisationnels pour les années à venir. Et en complément de la note de synthèse, dans le projet de délibération, les actions les plus importantes à mener dans ce domaine de la mobilité et de l'urbanisme et de la communication sont mentionnées dans la Convention et sont les suivantes. Approfondir le concept de mobilité trinationale, tram, bus, park and ride, stationnement, etc. Réaliser un travail de lobbying portant sur le financement du pont sur le Rhin. Organiser des échanges d'expériences sur le thème de l'adaptation de la ville aux situations météo extrêmes et poursuivre l'accompagnement des porteurs de projets dans le processus de labellisation du catalogue de critères trinational. Donc, le projet Dryland concerne principalement le secteur des villes de Weil, d'Uningue et de Bâle, avec, vous avez déjà pu le voir ces derniers mois, un mini sous-projet qui est venu un peu à terme et qui est visible, c'est le projet Vis-à-vis. Donc le projet Dryland poursuit ses aménagements trinationaux le long du Rhin. Et on a un budget annuel de 180 000 € qui est réparti entre les trois pays, 50% pour la Suisse et 25% pour l'Allemagne et la France. La participation financière demandée à notre agglomération est de 18 756 € par an. Donc, au regard de ce qui précède, il nous est proposé de valider cette convention, si vous en êtes d'accord. Je précise que 18 756 € sont également payés par la ville de Uningue et le reste c'est une subvention de la CEA. Exactement. Merci, Président. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci à vous. On peut continuer avec le point 9, Thomas, c'est pour toi. Le point 9, on poursuit. Donc là, si on paye 200 € pour l'achat ou la subvention de vélos à assistance électrique qu'on vient de prolonger, c'est également pour qu'on puisse continuer les aménagements de pistes cyclables dans notre région des trois frontières, et notamment une piste binationale entre Suisse et France, un gros projet. Et il nous est également demandé cette fois-ci de prolonger le projet Interreg, financement européen, pour la piste cyclable reliant les Maines à Rodersdorf. Donc piste qui fait environ 3,4 km,
entre les Maines et la commune de Rodersdorf. Je pense beaucoup utilisé aussi pour les frontaliers pour pouvoir prendre le tram dans ce secteur. Et au vu des problèmes ces derniers mois, ces 2 dernières années de rallongement des durées de travail sur de nombreux projets, on avait besoin de prolonger cet accord. Donc les fonds FEDER à hauteur de 375 000 € pour, on va dire, pour arrondi, environ 42,5% du budget global de l'opération, qui a quand même un total de 882 000 € TTC. Saint-Louis Agglo contribue au financement de l'opération à la même hauteur que les autres partenaires suisses intervenant pour le surplus à 132 000 €. Il nous est donc proposé le prolongement de 6 mois de notre convention Interreg, si vous en êtes d'accord. Ce serait bien d'être d'accord, parce que sinon nous n'aurons plus d'Interreg, et ça serait pas bien du tout, évidemment. Au vu du pourcentage exactement que Interreg nous apporte, à plus de 40% pour un cofinancement de pistes cyclables, je pense que c'est plus qu'intéressant pour nous de pouvoir apporter une belle piste cyclable plus en arrière-pays, et qui sera fortement utilisée par nos habitants. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci à tout le monde. Merci beaucoup Thomas. Nous allons changer de plaisir maintenant, puisque nous avons quelques points concernant donc les ressources humaines. Alors, un point traditionnel, modification du tableau des effectifs, que je ne vais pas vous lire là non plus l'ensemble de ce qui est marqué sur le document. J'irai simplement à l'essentiel. Donc il y a des changements pour le fonctionnement de la direction de l'assainissement et de l'eau. Donc par le fait d'une création d'un poste d'attaché territorial à temps complet, mais également la suppression d'un poste d'ingénieur territorial à temps complet et la suppression d'un poste d'ingénieur en chef hors classe à temps complet. Vous avez compris que c'est suite au départ évidemment en retraite de M. Luzy. Pour le fonctionnement de la direction des déchets ménagers, là il y a une création d'un poste de technicien et une suppression d'un poste d'agent de maîtrise, pardon. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement de la direction de la communication, du numérique et de la culture, il y a une création d'un poste de rédacteur territorial et une suppression d'un poste de rédacteur territorial principal de 2e classe. Et pour le fonctionnement de la direction de l'administration générale, il y a une création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet, mais le poste ainsi créé permettra d'assurer une continuité de service et d'anticiper le départ à la retraite de l'assistante, mon assistante, Madame Spilder, que beaucoup d'entre vous connaissent, et du directeur général des services, donc actuellement encore en poste. Et pour le fonctionnement de la direction de la stratégie et de la prospective, là je vous lis l'ensemble, c'est important, dans le cadre de l'élaboration des orientations en matière de planification et de prospective territoriale d'habitat et de développement économique, il est proposé de créer un poste de directeur de la stratégie de la prospective à temps complet. Saint-Louis Agglomération doit disposer de moyens et expertises nécessaires à la réussite de la mise en œuvre de procédures de planification relatives aux compétences exercées, schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat, etc. L'emploi ainsi créé sera rattaché à la direction de la stratégie de la prospective placée auprès du directeur général des services. Et compte tenu de la nature de la mission, l'emploi pourra être occupé par un agent contractuel de catégorie A, justifiant d'une expérience concluante dans le domaine et d'une formation adaptée. Cet emploi sera pourvu pour une durée déterminée de 3 ans, renouvelable par reconduction express. Et c'est aussi un emploi qui, entre guillemets, est créé, mais qui vient en remplacement d'un autre emploi. Il va pouvoir être supprimé à l'avenir, je vous en parlerai dans quelques temps. Avez-vous des questions sur ce point ? Ce n'est pas le cas. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup. L'autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour les besoins liés à un accroissement temporaire. Alors là, je vais être très bref. Un emploi temporaire, c'est principalement les saisonniers. Vous savez que nous sommes obligés tous les ans de passer ce projet de délibération près de vous, afin de me permettre effectivement de signer les contrats qui nous lient avec des personnes qui nous rejoignent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction des besoins, en fonction aussi de l'absence d'un certain nombre d'agents et de missions particulières. Donc c'est
je dirais, hein, c'est une délibération générale qui doit se prendre effectivement tous les ans, afin que je puisse faire le travail. Évidemment, ce qui vous est proposé là se fait dans le cadre du budget préétabli. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, évidemment, de dépasser les sommes inscrites au budget que nous allons approuver au mois d'avril prochain. Y a-t-il des questions par rapport à ce point? Il n'y en a pas. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Je vous dirai probablement exactement la même chose dans 12 mois, parce que c'est le genre de délibération que nous devons prendre année après année. Point 12, ressources humaines, débat sur la protection sociale complémentaire. Alors, vous savez que ça, c'est normalement quelque chose que toutes les communes doivent faire. Et nous avons jusqu'au 18 février, autant dire qu'on est juste bon, hein, puisque nous sommes le 16 aujourd'hui. Alors, je sais que plusieurs communes ont déjà travaillé sur le sujet. Nous allons vous présenter en PowerPoint. Il me semblait important que l'ensemble des communes soient un petit peu au courant de quoi il est véritablement question, même si le législateur viendra probablement pas voir si vous avez pris cette délibération ou si vous ne l'avez pas prise. Comme nous sommes un EPCI, nous sommes évidemment extrêmement contrôlés, et il était tout à fait normal que les données concernant ce débat puissent vous être apportées ce soir. Et pour ce faire, je passe la parole donc à Catherine Wyss, qui nous a fait un résumé de l'essentiel de ce qu'il faut savoir par rapport à ce point. Catherine, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Alors je vais parler au nom du DRH qui n'a pas pu être là ce soir, donc je vais essayer de ne pas raconter de bêtises en matière de ressources humaines. Et en tout cas, on voulait vous apporter un résumé, quelque chose peut-être d'un peu plus limpide que le rapport qui vous a été transmis en annexe de la délibération, parce que c'est assez complexe comme sujet. Donc juste pour préciser de quoi parle-t-on, donc la protection sociale complémentaire intervient dans deux domaines. Donc d'abord la santé, pour couvrir les frais occasionnés par la maladie, l'accident non pris en charge par la sécurité sociale ou la maternité. Donc c'est tout simplement la mutuelle des agents. Également en matière de prévoyance et de maintien de salaire pour couvrir la perte de salaire de retraite liée à une maladie, une invalidité, une incapacité ou un décès. Jusqu'à présent, dans les collectivités, il y avait une possibilité pour les collectivités d'aider financièrement les agents qui adhéraient à des contrats répondant à des critères de solidarité. De la même manière, l'adhésion était facultative des agents à ces contrats. Et la participation de la collectivité était soit uniforme, soit modulable selon différents critères, donc la catégorie de l'agent, sa composition familiale, sa rémunération, son temps de travail, etc. Deux dispositifs étaient éligibles à la participation employeur, donc soit une convention de participation, donc c'est l'employeur qui contracte avec un opérateur spécifique pour un dispositif en santé ou en prévoyance, et la participation n'est dans ce cas versée qu'aux agents qui souscrivent à ce contrat en particulier, ou une labellisation, c'est une liste de contrats qui sont proposés par différents opérateurs qui reçoivent un agrément de l'État et qui permettent à l'agent de choisir, d'y souscrire et de bénéficier dans ce cas de la participation de son employeur. Les deux dispositifs sont exclusifs l'un de l'autre pour chaque domaine à couvrir. Donc il y a eu des évolutions qui ont été apportées par une ordonnance du 17 février 2021 qui vient en application de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui modifie ces obligations des employeurs publics et qui va dorénavant obliger les collectivités à participer au financement d'une partie de la complémentaire santé et prévoyance souscrite par les agents. Donc avant c'était facultatif, dorénavant ça va être obligatoire. Et donc les employeurs devront participer obligatoirement au financement d'au moins la moitié d'un montant cible, qui n'est pas défini à ce jour, des garanties de protection sociale complémentaire pour le risque santé, et au financement à hauteur d'au moins 20%, toujours d'un montant cible non défini à ce jour, des garanties de protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance. Autre évolution, il y aura également la possibilité, dans le cadre d'un accord collectif, de rendre l'adhésion des agents obligatoire à un contrat collectif. Mais là, ça devra faire l'objet de négociations avec les organisations syndicales. Par contre, on peut toujours recourir également à la labellisation. Pour autant, un certain nombre de textes restent à paraître, donc notamment le montant de référence dont je vous ai parlé, quel panier de soins, quel indice de révision, le public éligible, différents critères de solidarité, la situation des retraités, etc.
Et donc, par ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021, qui prévoit ces échéances, prévoit également l'organisation d'un débat obligatoire sur cette protection sociale avant le 18 février 2022, comme vous l'a précisé le Président, et qu'on ait déjà mis en place une participation ou pas. Alors c'est un débat sans vote, il n'y a pas de délibération, on dira juste qu'un débat a eu lieu. L'ordonnance ne prévoit pas la teneur de ce débat, donc on pourra aborder, comme je suis en train de le faire, la présentation du cadre juridique, distinguer la protection sociale statutaire, la protection sociale complémentaire, rappeler les risques, les enjeux, le niveau de participation au sein de la collectivité. Donc, pour rappel également, la protection sociale statutaire, que ce soit pour les fonctionnaires ou les agents contractuels de droit public, est limitée dans le temps et peut avoir pour conséquence d'engendrer d'importantes pertes de revenus en cas d'arrêt maladie prolongé. Donc là, vous avez l'exemple pour les fonctionnaires. Quand on est en maladie ordinaire, au bout d'un certain temps, on a une perte de revenus, de même en matière de longue maladie, et ça peut aller jusqu'à la perte totale de revenus au bout d'un certain délai. Pour éviter ces difficultés, donc les agents ont intérêt à s'assurer personnellement pour avoir une protection sociale complémentaire. Donc c'est ce qui est prévu en plus de ce qu'on peut recevoir de la sécurité sociale et du statut. C'est un mécanisme d'assurance donc pour faire face aux conséquences financières des risques prévoyance et ou santé. Donc on vous a mis quelques données nationales. Donc actuellement il y a 89% des agents de la fonction publique qui déclarent être couverts par une complémentaire santé, mais seulement 59% des agents qui ont une couverture en prévoyance. Pour autant, la participation financière des collectivités elle est en hausse depuis le décret de 2011, mais elle reste limitée et hétérogène. Il y a de plus en plus de collectivités qui participent, donc 56% des collectivités en santé et 69% en prévoyance, donc c'est une hausse de 25% en 2011 et 2017. Mais la participation elle est très inégale, il y a les montants qui peuvent être très variables d'une collectivité à l'autre, et en moyenne par mois c'est 17 € en santé, 11 € en prévoyance. Et donc la plupart du temps, c'est en labellisation pour la santé et en prévoyance, c'est en contrat de participation. Quels sont les enjeux de cette protection sociale complémentaire pour les collectivités? Donc, c'est faciliter le recrutement des agents en uniformisant leur politique sociale entre les différents employeurs territoriaux. Ça permet une meilleure attractivité pour recruter des agents. C'est des difficultés qu'on a actuellement à le recrutement. Une amélioration de la performance des agents, donc en réduisant l'absentéisme et limiter les coûts directs, donc en assurance, en remplacement, et indirect, la perte de qualité du service et la surcharge de travail pour les agents qui restent en poste. Et ça peut être également un sujet de dialogue social, hein. C'est également un élément de la discussion sur les conditions de travail et les risques professionnels et un levier de négociation avec les organisations syndicales, notamment dans le cadre des 1607 heures. Également un fort enjeu pour les agents, hein. C'est un nouveau composant de l'action sociale favorisant la reconnaissance des agents. C'est une aide non négligeable dans la vie privée des agents. Comme je vous l'ai expliqué, au bout d'un certain temps, ils peuvent se retrouver à 50% de salaire, voire zéro. Et renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité. Donc j'ai rappelé l'objectif, mais j'ai déjà évoqué avant. 1er janvier 2017 pour la santé, participation obligatoire à hauteur de 50% minimum d'un montant à définir par décret. Prévoyance au 1er janvier 2025, participation obligatoire à hauteur de 20% minimum d'un montant défini par décret. Alors concernant Saint-Louis agglomération, au 31 décembre 2021, on était 240 agents titulaires, 25 contractuels. Donc on vous a mis la répartition par catégorie, par filière. Ce qu'il faut surtout noter, c'est le taux d'absentéisme global 2021, toute absence comprise sur l'ensemble des agents permanents, était de 7,06%. On avait 2 longues maladies, 3 maladies de longue durée et une grave maladie sur les 5 dernières années, et également 5 retraites pour invalidité sur cette même période. Donc, actuellement, l'agglomération participe en santé dans le cadre du dispositif de labellisation. Donc la participation, elle dépend, vous le voyez, de l'indice brut sur lequel sont placés les agents. Donc ça dépend de leurs revenus. Plus leurs revenus sont bas et plus la participation de la collectivité est importante.
et c'est à proportion de la famille. Donc il y a plus de participation selon que l'agent est seul avec enfant, couple avec enfant. Ça augmente au fur et à mesure. Je rappelle que ces chiffres ne tombent pas du ciel, c'est évidemment, nous avons approuvé ça. Oui, vous avez approuvé ça par délibération. Je tiens quand même à le rappeler. Tout à fait. Donc c'est en place depuis le 1er janvier 2017 et donc sur le global de l'année 2021, 227 agents ont bénéficié de cette complémentaire santé pour un budget à charge de l'agglomération, sa participation, 121 268 €. Pour ce qui concerne la prévoyance, donc là, la participation, bien sûr, elle est toujours plafonnée à 100% de la cotisation. L'agglo ne participe pas au-delà de ce que l'agent doit payer par mois. La participation, elle est forfaitaire à 30 € maximum par agent mensuellement. C'est une convention de participation via le centre de gestion du Haut-Rhin. C'est mis en place depuis le 1er janvier 2017 et le taux d'adhésion était de 280 agents en 2021. Là, je compte les arrivées et départs, parce que vous allez me dire il y a plus d'agents qu'il y en avait avant. C'est parce qu'il y a eu des arrivées et départs sur l'année et donc on compte à chaque fois les gens qui ont souscrit à cette prévoyance. Et donc pour un budget total de 65 627 €. Et donc pour l'horizon 2025-2026, il appartiendra désormais en collaboration avec les organisations syndicales dans le cadre des instances consultatives, notamment le comité technique et le CHSCT, de définir les modalités de réexamen régulier des conditions de participation de la collectivité à la protection sociale de ses agents, que ce soit en termes de modalités, est-ce qu'on continue à passer par la convention de participation du CDG ou est-ce qu'on passe par la labellisation en prévoyance et ou en santé, et de montant, sachant que le but c'est d'être à un niveau au moins égal à ce qu'on a actuellement, voire supérieur. Ça sera à définir et selon quelle fréquence de révision. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Donc, je pense que vous l'avez tous compris, nous sommes en avance par rapport à ce que la législation nous demande, puisque l'obligation intervient soit en 2025, soit en 2026, comme Catherine vous l'a expliqué. Néanmoins, encore une fois, le législateur nous demande de faire un débat. Alors moi je veux bien faire un débat, mais de toute façon il est hors de question de changer évidemment les chiffres qui vous ont été présentés avec les aides qui sont accordées et que nous avons effectivement déjà voté il y a relativement peu de temps pour les adapter à la situation actuelle. Mais je souhaitais effectivement que vous ayez quand même un compte-rendu complet de ce qui se passe au niveau social par rapport à la santé, par rapport à la prévoyance au niveau de nos agents, que vous sachiez où nous en sommes exactement. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole à ce sujet? Ce n'est pas le cas au niveau des vice-présidents et des assesseurs non plus. Donc il n'y a pas de vote en ce qui concerne ce débat. Évidemment, ce que vous venez de voir, si ça ne vous a pas encore été transmis, ça va vous l'être, Catherine? Voilà, donc ça va vous être transmis, comme ça vous avez effectivement les chiffres précis par rapport à ce point. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Je vous propose de passer au point numéro 13, réponse aux contributions du Conseil de développement. Je vais faire ça très vite. Le Conseil de développement a été consulté sur les documents suivants. Vous le savez, l'actualisation de la vision d'avenir 2030, la charte Citergie et le plan climat et énergie territoriale. Donc ce qu'on appelle le PCAET. Les contributions du Conseil de développement sur ces 3 démarches ont été examinées par la conférence des maires du 26 janvier dernier, c'est tout à fait récent, et donc il est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des contributions du Conseil de développement et d'approuver les propositions de réponse telles qu'elles ont été transmises. Avez-vous des interventions à faire sur ce sujet ? Moi, personnellement, je tiens à remercier très chaleureusement le président et l'ensemble des membres du Conseil de développement qui ont travaillé ces sujets. Je parle sous le contrôle de mes collègues maires qui étaient à la réunion du 26 janvier. Je peux vous dire qu'il y avait effectivement un échange très intéressant avec le travail qui a été proposé par les membres du Conseil et ce que la conférence des maires a pu en tirer comme intérêt. En tout cas, c'est une belle collaboration et je tiens à les en remercier.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au point numéro 14. Donc, le renouvellement du partenariat entre Saint-Louis Agglomération et l'association Atmo Grand Est. Je passe la parole à notre collègue Isabelle Trendel. Merci. Donc, vous savez que depuis plusieurs années, SLA est engagée dans le cadre d'une convention de partenariat donc avec l'association agréée pour la surveillance de l'atmosphère et de la qualité de l'air. En gros, on le connaît beaucoup plus sous Atmo Grand Est. Ce partenariat, en fait, est une vraie opportunité pour le contrat local de santé qu'on est en train d'élaborer également avec SLA. Donc, dans ce cadre-là du contrat local de santé, on va essayer de mener des partenariats avec Atmo, aussi bien orientés pour des particuliers que pour les professionnels de la santé. Tout d'abord, il faudra faire connaître le dispositif parce que certaines personnes ne le connaissent pas. Et ce dispositif, voilà, on va dire voilà, qu'il évalue la qualité de l'air intérieur mais également extérieur. Il y aura des actions de sensibilisation à mener. Par exemple, donc on a pensé pour les personnes allergiques au pollen, on pourra les informer en amont en donnant ces informations sur le site de l'agglomération et ils pourront donc anticiper la présence de ces pollens et mieux gérer ainsi les symptômes allergiques. On pourra aussi sensibiliser la population aux conséquences de la mauvaise qualité intérieure de l'air dans les habitats. Quoi faire pour améliorer cette qualité d'air? On informerait aussi certains professionnels de santé sur la possibilité de faire intervenir des conseillers Atmo sur prescription de certains médecins. Ces conseillers pourront même aller au domicile des patients et qui présentent des grosses pathologies respiratoires, allergiques ou même souffrant d'immunodépression. On formera aussi les gestionnaires du bâtiment sur la qualité de l'air intérieur parce que vous savez que maintenant les crèches, les écoles maternelles, même les médiathèques ont des obligations réglementaires en matière de qualité d'air. Et Atmo pourra ainsi former et conseiller ces gestionnaires de structures. Alors en termes de... Pardon, il faut que je cherche. En termes de coûts, donc la subvention annuelle demandée pour ce partenariat s'élève à 16 060 € pour l'année 2022. Et donc il vous est proposé de reconduire ce partenariat avec cette association pour une durée de 3 ans. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ou a-t-il l'une ou l'autre question par rapport à ce point important effectivement qui vient d'être présenté? Ce n'est pas le cas. Donc si vous en êtes d'accord bien évidemment, on vous propose effectivement de renouveler la subvention comme l'a dit Isabelle de 16 060 € par an pour les 3 prochaines années. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Point numéro 15, défi vélo, convention de partenariat pour l'organisation de l'édition 2022. Ce n'est pas franchement une nouveauté, c'est juste une réédition. Je passe la parole à Philippe Mimili. Oui, Président, ça a changé de nom, ça s'appelle le défi J'y vais, je ne sais pas où on va, mais on y va. Et c'est organisé à l'échelle du Grand Est, du 2 au 22 mai. L'idée, c'est que l'association Vélo Mobilité Active organise les événements qui sont déclinés ensuite par territoire. Et chez nous, il y a 2 défis qui sont lancés. C'est à l'école, j'y vais autrement, parce qu'on peut y aller en trottinette aussi. Et au boulot, j'y vais autrement. Et il s'agit de nous autoriser à signer cette convention à hauteur de 1 500 €, qui sera donc déclinée à l'ensemble du Grand Est. Et Président, vous pourrez même rajouter chez nous, j'y vais en vélo avec un vélo acheté avec l'aide de l'agglo. Merci Philippe. Je pense que vous êtes tous d'accord avec cette proposition. Pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci bien. Merci encore Philippe. Donc, approbation d'un bail rural, la clause environnementale sur la parcelle agricole située dans le périmètre de protection rapproché du puits de captage d'eau, comme notre collègue de Rosenau chargé
donc de tout ce qui concerne l'eau ne peut pas être là ce soir, et je tiens votre nom à tous d'ailleurs à lui adresser encore une fois nos très sincères condoléances, puisque Thierry, comme vous le savez, il y a quelques jours a perdu son papa, dans des circonstances assez rapides. Évidemment, je tenais à être présent et à l'assurer de toute notre sympathie à ce moment-là. Donc de quoi s'agit-il? Suite à l'acquisition en août 2021 de la parcelle agricole située dans le périmètre de protection du cadre de captage de Ézingues, et afin de protéger la ressource en eau, un bail rural, la clause environnementale doit être contractualisée avec l'exploitant en place, c'est une obligation légale bien sûr. Les clauses environnementales imposées sont l'absence de retournement des prairies et le maintien des infrastructures écologiques existantes, et le bail sera conclu pour une durée de 9 ans et aura vocation à se renouveler par période successive de 9 ans. Encore une fois, c'est une obligation légale, mais il faut qu'on passe par le conseil communautaire pour que la délibération puisse évidemment être acceptée. Avez-vous des questions à ce sujet? Est-ce que c'est bon? Pas d'abstention? Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant alors ça, vous connaissez bien, hein, l'aide à l'habitat, les garanties d'emprunt, les attributions de subventions. Pour les points 17 jusqu'à 24, c'est notre collègue Jean-Paul Meyer qui s'y colle. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, au point 17, c'est l'attribution de subventions complémentaires aux aides de l'ANA dans le cadre du programme Habiter mieux, Sérénité. Et en direction des particuliers, il y a 3 nouvelles demandes de subventions ont été réceptionnées pour des logements situés à Village-Neuf, Saint-Louis et à Valbach. Donc ces demandes étant éligibles au dispositif d'aide, il est proposé d'y donner une suite favorable. C'est 500 € par demande. Ça c'est le point 17, personne n'est contre, personne s'abstient. On continue avec le 18. Point 18, donc c'est l'attribution d'une subvention de 28 000 € à Neolia pour la construction de 7 logements sociaux en PSLA situés au lieu-dit Ville-Garden, rue des Acacias à Kems. Si vous êtes d'accord, donner une suite favorable. Ok, personne n'est contre non plus, pas d'abstention. Point 19. Point 19, c'est également l'attribution d'une subvention de 6 000 € à Saint-Louis Habitat pour l'acquisition en VFA de 4 logements sociaux situés résidence Palmata, rue de l'Artisanat à Blotzheim. Personne n'est contre non plus, pas d'abstention. On peut continuer, Jean-Paul. Au point 20, c'est l'attribution de subvention de 9 100 € à Saint-Louis Habitat pour la construction de 5 logements sociaux situés à 25 rue Saint-Jean à Saint-Louis. Également, c'est donné une suite favorable à cette demande. D'accord. Pas d'objection. Apparemment, je ne vois personne lever la main, donc je pense que c'est bon. Alors, le point 21, le point 22 sont ensemble, hein, puisqu'il y a une partie où il y a... Donc le total fait 3 270 000. Tu peux nous donner le détail, s'il te plaît, Jean-Paul? Donc, au point 21, il concerne l'octroi de garantie d'emprunt à Lios pour le prêt de montant de 1 million d'euros auprès de la Caisse de dépôt et de consignation destinée à la réhabilitation sur l'habitat. La résidence sociale située 1 bis, place de la Gare à Saint-Louis. Donc l'erreur est la suivante, il a après qu'il a été marqué ville de Saint-Louis au lieu de marquer Saint-Louis agglomération. Donc, et à ce titre, il a déjà bénéficié d'une subvention de SLA de 134 000 € accordée en délibération du 15 mai 2019. Donc, c'est proposé d'approuver cet octroi de la garantie demandée. Pas de problème. Point 22, c'est pareil, mais c'est le complément. Alors en complément, il concerne l'octroi de la garantie d'emprunt aussi également à Lios, pour un montant global de 2 270 000 € auprès de la Caisse de dépôt et de consignation. Donc l'erreur suivante, c'est comme avant, il apparaît la ville de Saint-Louis au lieu de seule agglomération. Et c'est également, oui, c'est également la subvention de 134 000 €. Merci. Donc c'est qu'une erreur matérielle, hein, donc ça arrive. Oui, merci Jean-Paul. C'est le bâtiment qui, quand vous êtes devant la gare de Saint-Louis, c'est le bâtiment qui est juste à droite, hein, qui a été effectivement très bien rénové et qui s'intègre particulièrement bien dans le quartier maintenant. C'est une belle opération et si on a pu les aider effectivement par ce biais-là, c'est une bonne chose. Point 23, c'est toujours Jean-Paul. Point 23, c'est l'octroi d'une garantie d'emprunt à Chacha pour un prêt d'un montant global de 1 625 000 € destiné à la construction de 22 logements
en Pélaï plus, rue du Rhin à Kems. Je pense que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et enfin, le dernier point concernant le même sujet, c'est le point 24. C'est également un octroi d'une garantie d'emprunt à Chacha pour un prêt d'un montant global de 3 20 000 euros destiné à la construction de 24 logements PLAI plus et du PLS rue de Roselot à Village-Neuf. Ça en fait des logements sociaux, tout ça. Hein. Et malgré tout, on n'est toujours pas encore au niveau de ce que l'État nous demande. Ça devient vraiment terrible. Merci beaucoup Jean-Paul. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Oui, oui, bien sûr, monsieur Striby. Donc aujourd'hui, on donne par exemple pour 7 millions de garantie, on est d'accord. Hein, oui. Oui, ça doit faire à peu près ça. 915 000, peu importe. Moi, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est qu'il y a déjà eu au niveau national, il y a déjà eu des bailleurs sociaux qui ont été en défaut de paiement. Vous coupez si je me trompe. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Voilà. Vous avez raison. Je vois pas le pire, mais ce que j'aimerais d'abord vous demander, c'est, là on s'engage ce soir pour près de 8 millions d'euros. Systématiquement, à chaque réunion, c'est pas du tout polémique, hein, j'ai juste à comprendre le mécanisme. À chaque réunion, on s'engage parfois pour 1 million, parfois pour 2 millions, environ chaque réunion. Enfin, c'est très fréquent, vous me coupez aussi si je me trompe. Est-ce qu'il serait possible qu'on communique à notre conseil l'ensemble du volume de risque qui est actuellement sorti, hein, c'est-à-dire réalisable, si jamais il y avait un impayé ou plusieurs impayés, quel est l'ensemble du volume de risque qui est sorti? Et la question, aujourd'hui on se porte garant, c'est-à-dire qu'on se porte garant un peu comme un père qui se porterait garant pour l'appartement de son fils, hein, c'est un peu en prenant une image plus familiale. Comment est-ce que on serait en mesure, nous, au stade actuel, avec l'état actuel de nos finances, de faire face au moindre défaut de paiement? Alors, au moindre défaut de paiement, ce serait peut-être possible, mais pour répondre vraiment de manière complète à votre question, il faut savoir effectivement que ce que vous dites peut arriver, et est déjà arrivé, Dieu merci, extrêmement rarement. Deuxièmement, nous ne sommes pas les seuls à garantir ces prêts. Il y a aussi un fonds national de garantie, hein, couvrant effectivement ce genre de garantie de prêt aux bailleurs sociaux, ce qui me semble être la moindre des choses, puisqu'on nous demande la garantie. Alors certes, hein, c'est nous qui sommes, si vous voulez, au front, comme disait l'autre, mais nous avons quand même effectivement des arrières qui nous permettent, si ça devait être le cas, je touche du bois jusqu'à présent, dans le secteur frontalier, en tout cas ces 20 dernières années, j'irai pas plus loin parce qu'il y a 20 ans je m'occupais pas tellement de ce genre de choses, je n'ai jamais entendu parler de liquidation judiciaire d'un des bailleurs sociaux que nous avons entre guillemets garantis. Mais encore une fois, vous avez parfaitement raison, le risque existe. Et si effectivement il devait y avoir une situation que nous souhaitons bien évidemment pas du tout, encore une fois, nous avons une garantie nationale hein, qui est derrière ces garanties que nous accordons et que nous demandons, que l'État, encore une fois, plutôt le législateur si vous préférez, nous demande d'accorder, soit à l'agglomération, soit aux communes. Comme effectivement l'agglomération a pris la compétence, généralement ça passe maintenant par notre biais, mais il y a quelques années encore, effectivement, mais si on faisait quelque chose à Huningue, c'était la commune de Huningue qui devait garantir, ou la commune de Village-Neuf, ou la commune de Saint-Louis. Maintenant c'est l'agglomération. En théorie, il y a effectivement un danger possible. En pratique, ce danger est extrêmement peu important, et s'il devait arriver, évidemment, nous ne serons pas les seuls à devoir couvrir le risque que nous garantissons, en bonne partie, c'est vrai. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Je sais que c'est un peu lancinant tout ça, hein, mais encore une fois, on n'arrête pas de nous demander, c'est intentionnellement que je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit qu'on ne fait pas assez de logements sociaux dans notre territoire, mais avec toutes les garanties d'emprunt que nous garantissons ici, c'est à se demander si on peut encore en faire davantage. Et là, je ne parle pas du risque, comme vous venez de le faire, monsieur Striby, mais simplement déjà du montant qui est extrêmement conséquent. En ce qui concerne la garantie totale,
Si mes souvenirs sont exacts, vous avez ça dans le compte administratif chaque année, mais on peut vous sortir le document qui concerne plus particulièrement ces garanties, et vous l'envoyer à tous, bien évidemment, sans aucun problème. Ce sont effectivement des chiffres qui sont assez impressionnants. On est tout à fait d'accord, je ne peux pas vous donner le montant total parce que je ne l'ai pas en tête. Mais on vous le fera parvenir, il n'y a aucun problème. Autre intervention? Si ce n'est pas le cas, je vous propose donc évidemment de donner suite aussi au dernier point qui a été traité par Jean-Paul. Quelqu'un est contre? Abstention? Ce n'est pas le cas, je vous en remercie. On peut passer au point numéro 25, l'autorisation de signer un marché relatif à l'entretien des bâtiments de SLA pour les années 2022 à 2025. Donc à la suite d'une première consultation déclarée sans suite, SLA a relancé une nouvelle consultation sous forme d'un appel d'offres ouvert en vue de conclure un marché pour l'entretien des bâtiments relevant de la direction des sports pour les années 2022 à 2025. Et suite à l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres réunie le 8 février dernier, c'était tout récemment, a attribué le dit marché à la société Samsic SAS pour un montant forfaitaire mensuel de 29 545,17 €. C'est un montant mensuel. C'est pas faux, hein. 29 545,17 € hors taxe. Le marché comprend par ailleurs une partie à bon de commande permettant l'exécution de prestations exceptionnelles, bons de commande qui pourront être émis sans montant minimum et dans une limite globale maximale de 50 000 €, mais cette fois-ci annuelle. Il s'agit évidemment principalement des piscines, hein. Vous l'avez compris, qui sont effectivement non seulement des investissements conséquents, mais aussi effectivement qui ont des frais de maintenance et d'entretien tout à fait conséquents, puisque ça représente pratiquement 30 000 € par mois. Il est proposé au Conseil communautaire de m'autoriser à signer le marché, ainsi que tout document ou modification de marché nécessaire à son exécution. Avez-vous des questions à ce sujet? Ce n'est pas le cas. Ouais, il ne me reste plus qu'à souhaiter que nos établissements de bain, comme on appelle ça, que ce soit évidemment la piscine couverte actuellement, mais plus tard aussi, printemps-été, la piscine Pierre de Coubertin, puisse à nouveau accueillir beaucoup plus de monde qu'elle en a accueilli ces 2 dernières années, puisqu'évidemment, s'il y a plus de monde, il y a aussi plus de rentrées. Et je peux vous dire effectivement que là aussi, ces établissements ont coûté particulièrement cher, lié au fait que, vu la crise sanitaire, eh bien, il n'y a pas eu les recettes que nous avons en année normale. Donc, personne n'est contre, personne ne s'abstient, je vous remercie. Point 26, conclusion d'une convention de prestation de services en vue d'assurer la viabilité hivernale du site de la maison de santé pôle de proximité de Fogelsbourg. Alors, certains diront qu'on est en retard par rapport à la neige qui n'est pas encore arrivée. Et moi, je dirais qu'on est peut-être en avance par rapport à la saison prochaine. Mais en tout cas, le point sera passé et j'espère qu'on sera efficace. Donc, la communauté d'agglomération n'ayant pas les moyens matériels et humains d'assurer la viabilité hivernale, déneigement, verglas et interventions préventives effectuées sur la chaussée en cas de conditions climatiques le nécessitant, sur le site du pôle de proximité Maison de santé de Fogelsbourg, il sera proposé, donc dans le souci d'efficacité, de continuité de service, de confier cette mission à la commune de Fogelsbourg qui en est d'accord et je remercie au passage. Personne n'est contre, personne ne s'abstient, je vous remercie. Autorisation d'aménagement d'une zone de stationnement sur l'emprise d'une servitude de passage de canalisation de gaz dans la ZAE de Blotzheim. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Plusieurs parcelles aujourd'hui situées sur la voirie publique de la zone d'activité économique Haselacker de la commune de Blotzheim, rue Clément-Ader, sont grevées d'une servitude de gaz au profit de la société GRD Gaz. 2 parcelles situées sur l'emprise de cette servitude ont déjà fait l'objet d'une autorisation d'aménagement de stationnement par délibération du 16 décembre 2020. Il convient à présent d'aménager une nouvelle zone de stationnement sur la parcelle section 32 numéro 404, également située sur l'emprise de ladite servitude. Et donc il est ainsi demandé au conseil communautaire d'approuver l'autorisation d'aménager une zone de stationnement sur l'emprise d'une servitude de passage de canalisation, telle qu'elle est donnée par GRT Gaz à SLA dans le cadre d'une convention tripartite et de m'autoriser à signer, ou mon représentant, cette convention. Je pense que personne n'est contre, ce n'est pas quelque chose de franchement nouveau, pas d'abstention non plus. Merci beaucoup.
Transport public, passation d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la mise en accessibilité d'un arrêt de bus à Hagenthal-le-Bas. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cela, mais ça va bientôt être la dernière, puisqu'on a presque tout fait. Madame la première vice-présidente, c'est à toi. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, voilà, il s'agit simplement d'autoriser notre Président à signer une convention qui autorise la commune de Hagenthal-le-Bas à réaliser des travaux de mise en accessibilité de la rue de Egenheim, pour permettre effectivement à notre réseau de transport public de pouvoir reprendre en charge de façon tout à fait adaptée les personnes donc dans la rue de Egenheim. Vous dire que ces travaux viennent en cohérence avec le schéma directeur d'accessibilité que nous avions approuvé en 2011. Et il s'agit aujourd'hui, donc je le rappelle, d'autoriser notre président à signer une convention bien sûr de s'engager à rembourser la commune de Egenheim qui va faire l'avance du coût des travaux d'un montant de 24 451,80 €. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon, c'est rue de Egenheim. C'est bien Hagenthal. C'est rue de Egenheim. Et on donne pas les sous à Hagenthal-le-Bas, monsieur le maire, ne t'inquiète pas. Voilà. Voilà, je voulais simplement, c'est vrai que je n'avais pas réagi tout à l'heure, mais remercier le président et l'Assemblée d'avoir accepté bien sûr le soutien important et solidaire à notre transporteur, à notre délégataire. Voilà, il en va de la pérennité, bien sûr, de notre réseau de transport public. J'ai oublié de dire tout à l'heure, effectivement, que le transporteur prend quand même 30% du déficit à sa charge aussi. Il ne faut pas complètement l'oublier, évidemment. Oui. Nous prenons 70%, mais les 30% restent à charge, c'est bien. C'est lui qui doit en assumer les conséquences, absolument. Merci beaucoup. Pascal, pas d'opposition par rapport à ce que Pascal vient de vous présenter? On est bien à Hagenthal-le-Bas, pas de souci, chers collègues maires, ne vous emportez pas là derrière. Bien. On passe au point numéro 29, système d'information géographique, donc le SIG, Open Data, convention cadre d'autorisation de développement expérimental data. Alors dès qu'on parle Open Data, numérique, etc., c'est notre collègue Christelle Villers qui est à la manœuvre. Christelle, c'est à toi. Merci Président, chers collègues. Attention, il va y avoir un coup de feu. C'est bon? Non, c'est bon. Sans coup de feu, c'est parfait. Merci Président, chers collègues. Donc effectivement, je vais vous parler de la convention cadre pour autoriser un développement expérimental de données. Alors je vous rappelle que nous avons ouvert en 2021 le portail Open Data pour rendre nos données publiques. Saint-Louis Agglomération a maintenant été sollicité par 2 entreprises, Engis Conseil et Open Data Soft, pour participer à une expérimentation gratuite pendant environ 6 mois sur l'utilisation et l'analyse de la donnée. Alors la thématique expérimentale serait la mobilité et le transport. Le but de ce projet est de réaliser une solution digitale d'aide à la décision sous forme de tableau de bord avec des indicateurs évolutifs comme une cartographie, des analyses chiffrées, des statistiques. Ce partenariat permettrait en fait d'enrichir de manière pérenne la plateforme Open Data d'un démonstrateur performant et innovant. Il s'agit donc d'approuver ce partenariat avec Open Data Soft et EJ Conseil dans le cadre de cette expérimentation et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention. Merci beaucoup Christelle. Avez-vous des questions à ce sujet? Ce n'est pas le cas. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci beaucoup et merci encore pour ta présentation Christelle. Il y avait une question quelque part? Non, on disait juste que c'est gratuit, donc on fait. Pour une fois que quelque chose est gratuit, il faut effectivement plutôt le dire. Absolument. Bien, donc nous pouvons passer au point numéro 30, adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres, de la commission de délégation de services publics et du jury de concours. Donc les textes ne comportent plus de dispositions spécifiques au fonctionnement de la CAO et il revient à chaque collectivité de définir ses propres règles, dans la limite évidemment du principe de transparence des procédures et des quelques dispositions du CGCT.
Il sera ainsi proposé au Conseil d'adopter un règlement intérieur des différentes commissions, donc les 3 dont je viens de vous parler, ayant pour objet de définir les règles applicables à SLA, ainsi que de rappeler le rôle et la composition de ces instances. Avez-vous des questions par rapport à ça? On a essayé d'être le plus pragmatique possible. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous propose d'approuver cela. Quelqu'un qui est contre? Abstention? Merci beaucoup. Pour le point 31, je repasse la parole à notre première vice-présidente. Oui, Monsieur le Président. Chers collègues, il s'agit en fait d'étendre votre périmètre de délégation en autorisant donc le Président à avoir recours à des collaborateurs occasionnels du service public, en l'occurrence des bénévoles, pour l'exécution de certaines activités. Alors, on pense notamment aux bénévoles qui interviennent dans les bibliothèques ou médiathèques. Voilà, tout simplement. Donc, il s'agit de rajouter ce point au tableau des délégations qui avait été consenti et accordé en début de mandat au président. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est très ennuyeux de repasser systématiquement devant le Conseil, et puis vous imaginez bien, à partir du moment où on parle de bénévoles, il n'y a évidemment pas de conséquences financières, et on peut évidemment dire oui très rapidement à là où les personnes qui souhaitent effectivement nous donner un coup de main, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier très chaleureusement pour ce service. Je pense que personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. On est presque arrivé au bout de notre conseil, puisque le point 32, c'est évidemment le compte-rendu des décisions prises. Y a-t-il des questions à ce sujet? Ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le point divers, j'ai 2 interventions, pas moi-même, mais mes collègues. Donc je vais d'abord passer la parole à notre collègue Gaston Latcha par rapport aux nuisances sonores concernant l'Euro-Airport. C'est à toi, Gaston. Merci, Président. Moi, j'aimerais donc vous informer ce soir d'une amélioration qui vient d'intervenir au niveau de l'aéroport. Il s'agit de la modification des plages d'horaire de décollage qui sont en place depuis le 1er février donc, de cette année. C'est la plage horaire qui a été ramenée de 24 heures à 23 heures. Et cette plage tardive était principalement, avant le 1er février, exploitée par des compagnies de fret. C'est une amélioration sensible pour nos populations au nord et également au sud, puisqu'elle concerne tous les décollages après 23 heures. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de décollage après 23 heures, puisque sont autorisées des exceptions. Celles-ci sont pourtant limitées dans leur définition et elles seront bien suivies et contrôlées. Alors c'est suite à une forte augmentation qui est intervenue en 2016 pour des décollages après 23 heures qu'en premier l'AGLO a réagi. Il y a donc eu une délibération, c'était en mai 2017, délibération de l'AGLO adressée à l'aéroport pour demander la suppression des vols après 23 heures. Et cette même délibération, par la suite, a été confirmée par la majorité des 40 communes. Ensuite, c'est le conseil consultatif de l'Eurodistrict de Bâle qui a emboîté le pas à cette demande avec une motion prise avec une grande majorité en octobre 2017. L'aéroport, en 2019, a proposé une étude d'approche équilibrée. C'est un procédé innovant et notre aéroport est le premier en France à l'avoir mis en place. Il y a eu un état des lieux, des interviews avec les différentes parties prenantes. Il y a eu des scénarios qui ont été proposés. Il y a aussi eu le calcul des impacts socio-économiques, acoustiques bien sûr, pour répondre à cette forte et unanime demande de la population. Le conseil d'administration de l'Euro-Airport a avalisé cette demande en début 2020, a retenu un des 7 scénarios qui avaient été étudiés, et ce scénario retient également le durcissement des niveaux de bruit pour les avions autorisés à décoller après 22 heures. Donc même après 22 heures, il y a eu des restrictions. La DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, a avalisé fin 2020
Et en 2021, malgré donc Covid, ont suivi beaucoup d'étapes. Il y a eu une consultation du public et des institutions politiques et régionales, cantonales, communales en France, en Suisse, en Allemagne. Il y a eu une consultation de la commission consultative de l'Euro-Airport, consultation de la Flugklärm Commission, donc la commission de bruit de balle, consultation de la commission tripartite de l'aéroport. Il y a eu un avis de l'ACNUSA, donc l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Il y a eu la saisine de la Commission européenne, avec un délai de 6 mois, c'était en application du règlement de l'Union européenne. Et après tous ces avis favorables, le ministère de la Transition écologique et des Transports a signé un arrêté le 5 août 2021 pour une entrée en vigueur 6 mois plus tard. Et donc c'est le 1er février que cette modification est effectivement entrée en vigueur. Alors l'objectif de l'Euro-Airport est d'atteindre une réduction de 6 décibels sur la partie nord et jusqu'à 11 décibels au sud dans cette plage horaire de 23h à 24h. Et ceci tout en évitant de reporter ces envols qui étaient dans la plage 23h-24h, de les reporter entre 22h et 23h. Donc l'objectif c'est de ne pas augmenter le bruit dans la tranche 22h-23h. Cette amélioration sera sans doute tangible quand il y aura plus d'avions et aussi principalement dans la période d'été où les fenêtres sont un peu plus ouvertes qu'actuellement, mais elle montre surtout qu'en faisant bloc et en demandant de façon unie des aménagements réalisables, on peut y aboutir, même, vous l'aurez compris, il a fallu pas mal de patience. Je termine en disant que ce ne sera pas la fin des demandes d'amélioration, c'est un acquis important qu'on peut maintenant comptabiliser, et donc la place est à présent et à d'autres améliorations qui restent à définir en concertation avec l'aéroport, et l'Euro-Airport en est très bien conscient et sont prêts à participer à ces discussions. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup Gaston de nous avoir précisé ça. Moi je suis tout particulièrement heureux effectivement que ce soit SLA qui a été quelque part à l'initiative d'un parcours qui a duré effectivement 5 ans. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout ne sera probablement pas encore parfait non plus, mais je pense, tu as raison de le souligner Gaston, à partir du moment où nous arrivons à être solidaires entre Français, Suisses et Allemands dans un sujet comme celui-ci, on a beaucoup plus de chances d'y arriver évidemment que si chacun part tout seul. Donc, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Reste à voir ce que ça donne concrètement quand le trafic de l'Euro-Airport sera à nouveau plus proche de ce que nous connaissions avant 2020. Deuxième et dernière intervention, donc je donne la parole à Thomas Zeller suite à une rencontre que nous avons faite ce matin avec le nouveau directeur territorial de la Poste. Et quand je dis la Poste, il y a certains collègues maires qui commencent par avoir quelques pincements quand on voit effectivement comment ça se passe dans certains bureaux de vote. D'un bureau de poste. J'anticipe, j'espère que ce ne sera pas la réalité. Excusez-moi, je commence par fatiguer un petit peu. Thomas, c'est à toi. Merci Président pour ce beau lapsus. En tout cas, voilà, on voulait simplement, avec le Président, vous relater l'organisation d'une première rencontre, et j'insiste sur le mot première rencontre ce matin, avec le nouveau délégué territorial Alsace de la Poste. L'ancienne Nassiba Gozlan est partie en retraite fin d'année, et le nouveau Laurent Lecornet est arrivé au 1er février. D'où un petit délai pour l'organisation de cette rencontre. Jean-Marc l'a bien dit, les collègues maires ici présents avec une présence postale dans leur commune. Alors je fais surtout une pensée à Village-Neuf, à Blotzheim, évidemment je vais un petit peu dans le sens crescendo, Saint-Louis, et puis Egenheim jusqu'à peu également. On est un petit peu moins touché maintenant par un changement d'organisation chez nous. Et puis Ezingue, Sirens, Bartenheim, un peu moins touché par la présence d'un centre de tri et par d'autres branches de la Poste. En tout cas, les communes les plus impactées, on va dire, par des problèmes de personnel de la Poste sont et restent pour le moment Blotzheim, Village-Neuf
et jusqu'à peu Egenheim, puisque lorsqu'il y a des problèmes de personnel malade, manquant ou à remplacer sur les communes de Huningue et de Saint-Louis, c'était les communes que je citais tout à l'heure qui sont fermées pour des délais et des durées, on va dire, indéterminés pour pallier au manque sur Saint-Louis et sur Huningue. Ces derniers temps, la situation s'est même pas mal dégradée sur Huningue et sur Saint-Louis. Donc, me demandant, en qualité de président de la commission départementale de la présence postale, d'organiser une nouvelle rencontre avec le nouveau délégué. On aurait dû l'avoir en visio ce matin et, belle surprise pour le président et pour moi-même, le nouveau directeur s'est déplacé et est venu à notre rencontre. On a pu lui exposer évidemment le mécontentement des élus ayant les postes, évidemment des usagers, donc de nos habitants. Et donc, à l'instar de Gaston pour l'aéroport et la mobilisation qu'on a réussi à avoir jusqu'à maintenant, je pense que la mobilisation pour la Poste et pour le service public apporté à nos concitoyens devra être le même pour garantir un service au mieux des capacités de la Poste. Donc, on n'a pas de solution miracle tout de suite qui est sortie du chapeau ce matin. Néanmoins, la qualité d'échange avec le nouveau directeur a montré que, on a réussi à faire monter ces derniers mois, de faire remonter la conscience, en tout cas dans les esprits des instances directrices de la Poste, le problème de notre secteur, alors qui n'est pas que de l'agglo, hein. On a également les mêmes problèmes dans le Sungo, que ça soit le secteur de Ferrette, de Waldigofen et vers Alkirch, ils ont les mêmes problèmes de personnel et de bureaux fermés. Donc ils en ont pris conscience. Ils cherchent des moyens à trouver des solutions de recrutement, principalement. Le gros souci, c'est le recrutement du personnel. Donc, avec le président, on a convenu d'une nouvelle rencontre pour y associer les maires des communes concernées avec M. Le Cornet d'ici quelques temps, le temps d'analyser aussi les statistiques de passage, de présence et de fermeture qu'il trouve totalement inacceptable. Il est d'accord avec nous. Seulement en disant ça, on n'a pas de solution et on n'a pas comblé le problème. Donc on est dessus, on y travaille et comptez sur nous pour vous en refaire un point très rapidement. Alors avec les périodes d'élection qui arrivent, les périodes de réserve aussi de la Poste, la réunion se fera peut-être pas très rapidement, mais en tout cas je sais que les maires concernés et le président sont très actifs sur ce sujet parce qu'on est très régulièrement interpellés sur les fermetures des postes et quand c'est en plus Huningue qui est fermée plus de 15 jours, bah évidemment, ça fait grincer beaucoup de dents, sans compter les bureaux de Blotzheim et de Village-Neuf qui sont également régulièrement fermés. Voilà, on tenait vraiment à vous informer de ce travail de fond qu'on va mener et qu'on ne lâchera pas. Merci. Merci beaucoup Thomas. Oui, Daniel ? Merci Président. Thomas, j'ai juste une question complémentaire. Avez-vous parlé de ceux qui ont des agences dans leur commune, puisque quand le bureau est fermé, je vous dis pas ce qui se passe dans les agences, on croule, on se fait engueuler, enfin c'est quelque chose d'insupportable, ce n'est plus possible. On en a parlé aussi, je te rassure. Ok, parce que c'est un vrai fléau. Si j'avais à refaire, je referais plus, hein, je vous dis, en toute honnêteté, quoi. En plus, la Poste aide les communes qui ont une agence à environ entre 60 et 70% du coût d'une personne, mais tu as un poste et demi de boulot. Donc on t'aide pour 0,60, 0,65, tu as un poste et demi au minimum de boulot. Et je ne vous dis pas quand les bureaux ferment, notamment celui chez nous dans le secteur, c'est Absheim, hein, on est moins touché. Sirens, c'est beaucoup plus régulier, plus ouvert, plus opérationnel que Absheim, qui pose vraiment problème. Et je vous dis, c'est l'horreur. Pour vous donner une idée, c'est les gens de Eschenschwiller, Zimmersheim qui reviennent sur l'Anzer, presque dans l'arrière-pays, pour chercher leur courrier à la place de Absheim. Donc en plus, période Covid, mairie fermée, tu te fais fusiller. Hein. C'est un vrai sujet. Non, le sujet a été évoqué, je te rassure. Okay, et c'est vrai que j'aurais dû compléter encore mes propos en disant que les maires concernés par des agences ou par des postes chez eux, on aura également j'ai proposé à Monsieur Le Cornet de venir nous voir en conférence des maires pour pouvoir échanger complètement avec lui. Et si tu peux me faire un petit retour par mail de ce problème, parce que le maire d'Oltingue m'a fait le même retour. Et du coup, plus on a de cartouches, plus on peut alerter, plus ils en prennent conscience. Et j'espère surtout qu'on trouvera des
des solutions à court terme, parce qu'à long terme c'est différent, mais à court terme pour améliorer ces soucis de nos concitoyens. Merci beaucoup. Il y a encore quelqu'un qui souhaite répondre? Madame Schmitt. Est-ce que vous avez prévu de communiquer à ce sujet? Parce que bon, enfin, tout le monde voit les réseaux sociaux, hein, je pense qu'on est tous à la même enseigne, et on se fait lyncher sur les réseaux sociaux par rapport aux fermetures des postes. Donc ça serait bien aussi de communiquer peut-être sur le site de SLA qu'on puisse nous retransmettre après aux habitants, parce que c'est vrai que c'est un peu, enfin là ça va très très loin au niveau des critiques, quoi. Il est prévu effectivement que nous ayons une communication à ce sujet, donc au niveau de Saint-Louis-Agglomération. Je ne sais pas si la presse peut se faire écho de ce qui vient d'être dit par mon collègue à l'instant. Je rappelle aussi effectivement que ce nouveau directeur territorial est en place depuis le 1er février. J'apprécie qu'il vienne nous voir, j'allais dire, dans les 15 premiers jours de sa prise de fonction et qu'il vienne nous voir en présentiel. Je trouve que c'était effectivement une très bonne idée parce que le distanciel c'est bien, mais en présentiel c'est beaucoup beaucoup mieux, et qui s'est engagé aussi effectivement à nous revoir. Déjà d'avoir une première remontée de ce qui se passe dans le secteur. Je ne peux pas forcément connaître vu le temps qu'il est là. Mais je peux vous dire que, encore une fois, je crois qu'il a pris conscience d'un véritable souci dans le sud Alsace, que ce soit le Sundgau, que ce soit effectivement le territoire de SLA, voire du côté effectivement de Absheim, ce qu'on va lui signaler également, pour qu'on trouve des solutions. Encore une fois, moi je peux comprendre qu'à un moment ou à un autre, un bureau de poste puisse être fermé. Mais encore une fois, je parle de l'expérience que je vis avec les concitoyennes et concitoyens de Huningue, quand on annonce la fermeture de la poste sans nouveau annoncer la réouverture, ou quand on l'annonce, la poste continue de rester fermée pendant plusieurs jours encore, c'est totalement inacceptable. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est très simple. Les gens viennent une première fois, ils viennent une deuxième, et après ils comprennent que bon, c'est même plus la peine, je viens plus ici, je vais tout de suite à un bureau qui est beaucoup plus souvent ouvert. Et ces gens-là, vous ne les trouvez plus. Et ensuite, la Poste revient vous voir en disant « Mais dites donc, monsieur le maire, comment voulez-vous qu'on fasse autrement que de fermer, si ce n'est pas définitivement, c'est de diminuer le nombre d'heures, voire le nombre de jours d'ouverture de votre bureau de poste, parce qu'il n'y a plus personne. » Est-ce que vous connaissez des bureaux de poste qui accueillent des gens quand ils sont fermés, vous? Ben oui. C'est du non-sens. Donc ce sujet est effectivement important. On y travaillait depuis un petit bout de temps avec Thomas. C'est vrai qu'au niveau de la direction départementale, la direction territoriale de la Poste, il y a eu pas mal de changements ces derniers mois. Crise sanitaire oblige, ça n'allait pas beaucoup plus vite que ça non plus. Là, nous avons un nouveau directeur territorial qui semble prendre la mesure des soucis que nous avons, et il faut que nous trouvions des solutions. Il n'a pas de baguette magique, j'en ai pas non plus, mais déjà le fait de se parler et d'être conscient de la situation me paraissait être un premier pas important, mais il en faut forcément un deuxième, Thomas vous l'a dit, et probablement un troisième pour informer l'ensemble des collègues de la conférence des maires sur ce qui a pu être mis en place à partir du moment où ce délégué territorial a eu les informations par rapport à nos territoires respectifs. Voilà. Chers collègues, je vous propose d'en rester là ce soir. Je vous rappelle que la séance du 16 mars est reportée au 23 mars. Vous en avez été avertis. Je ne peux pas encore vous donner exactement le lieu, on vous le précisera, mais c'est bien le mercredi 23 mars, 18h, que nous nous retrouvons. Cette fois-ci, comme sujet essentiel, le débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie de votre patience, de votre participation, et vous souhaite évidemment une agréable fin de soirée et continuez à prendre soin de vous. Merci à vous, bon retour.